Sud Radio, midi 14h, Maxime Liédot sans réserve. On ne se quitte plus, on est encore ensemble pendant près d'une heure et demie et on va se plonger au cœur d'un débat qui littéralement anime l'actualité, c'est la loi sur le narcotrafic. Vous savez qu'elle est portée par le duo Gérald Darmanin et Bruno Retailleau avec des dispositifs très importants. On parle d'une prison spéciale, on parle également d'aller, on va dire, s'insérer dans les conversations cryptées, on parle de dossiers coffre-fort, c'est-à-dire en réalité des dossiers des narcotrafiquants qui ne seraient pas accessibles par l'avocat, mais plus généralement, on sent bien l'ambiance sécuritaire qui pèse sur ce pays. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Yves Le Borgne. Bonjour. Bonjour. Maître Jean-Yves Le Borgne, avocat, auteur de Coupable Liberté aux éditions Fayard, un roman presque d'anticipation où vous nous plongez dans une France de 2070 où l'administration, le pouvoir, l'État avec un grand E, en réalité régit toute la vie, mais surtout la vie privée, puisque jusqu'au mariage, en réalité, l'État vient glisser ses yeux, ses oreilles et ses doigts pour régir absolument tout ce qui se passe. Je parlais de cette loi et j'avais envie de vous entendre, maître Jean-Yves Le Borgne, mais également de vous entendre ici au standard au 0826 300 300. Le camarade Manu attend vos appels parce que on a l'impression avec cette loi, même si le sujet est important, qu'il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup d'effets un peu bluff. Vous, quel est votre regard, mine de rien, aiguisé sur cette question? Est-ce que vous avez l'impression qu'on s'agite de façon légitime, parce qu'après tout, évidemment qu'il faut lutter contre le narcotrafic, ou quand vous observez ce qu'il se dit, ce que vous entendez, vous craignez quand même qu'on n'aille pas forcément dans la bonne direction? Vous m'avez fait le plaisir de citer mon livre, je ne veux pas y revenir nécessairement, mais pour vous dire qu'entre ce sujet de cette nouvelle initiative législative, puisque ce n'est pas encore une loi, et justement ce roman, il y a peut-être un lien. Et le lien, c'est l'obsession de la tranquillité. Je pense que s'il est normal, comme vous venez de le dire aussi, qu'on lutte contre la grande délinquance et notamment contre le narcotrafic, l'idée qu'il faille placer le pays sous une sorte de sévérité policière absolue, je peux le comprendre, mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui fera disparaître précisément cette délinquance. Il y a une idée que la répression est la condition pour la disparition de la criminalité. Je n'en suis pas sûr pour la raison suivante. C'est que la répression devrait toucher tout le monde. Or, à partir du moment où on arrête un narcotrafiquant d'envergure, un autre se présente pour prendre la place, de telle sorte qu'on n'a pas résolu le problème. Et quant à l'idée qu'il faille finalement, par la répression, faire dominer une sorte de morale qui interdirait la délinquance, là, c'est un rêve. C'est intéressant ce que vous dites quand même, et c'est le lien avec l'objet de votre roman presque d'anticipation, Coupable Liberté, c'est qu'on va vers un régime presque de la morale. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on vous écoute, on a l'impression que tout ce qui va, d'une certaine manière, de façon législative, empêcher le crime, est en réalité quelque chose pour faire appliquer une morale. C'est ça, presque sécuritaire. Alors, je vous suivrai pas sur ce terrain. Moi, je pense que la morale est quelque chose qu'on a au contraire perdu de vue. On veut le résultat de la morale. La morale, c'est la condition d'un comportement social, personnel, convenable. Or, comme on n'espère plus trop qu'il y ait une sorte d'autocontrôle, on veut imposer le contrôle. Ce qui explique que il y ait de plus en plus de recherche, d'encadrement légal et matériel des individus, parce que l'on n'espère plus que les individus eux-mêmes se limitent. Mais que voulez-vous que les politiques fassent? Parce que quand on vous écoute, on a aussi envie de vous dire, mais les politiques n'ont pas le choix face à des problèmes nouveaux, lois nouvelles, et en réalité, évidemment, des résultats toujours plus répressifs. Est-ce qu'on peut proposer autre chose que ça? Je ne pense pas qu'ils aient un grand choix dans les mesures de réaction. Vous évoquiez la morale il y a un instant. C'est peut-être quelque chose à quoi il faut se référer. Je veux dire par là que, au-delà de la répression, au-delà de la police, de la justice, qui au fond concerne des phénomènes qui sont déjà
dans l'ordre de la criminalité, donc qui sont dans l'ordre de la défaite sociale. En amont de tout cela, il faut essayer de faire en sorte que la vieille morale qu'on enseignait dans les écoles et dans les églises puisse aujourd'hui retrouver sa place. Je ne suis pas sûr qu'à force de respect de la liberté de l'autre, et notamment de l'enfant, on ne soit pas devenu incapable de lui dire « mon petit, ça ne se fait pas ». Donc, mais dans ce cas-là, ça veut dire que, on va dire, dans notre société, il y a presque une perte d'autorité avec un grand A, quand on vous écoute. C'est-à-dire qu'on a perdu ça. Il y a à la fois la perte de l'autorité, c'est-à-dire du respect de la voix qui serait le relais de la norme, mais je crains qu'il y ait aussi une perte de la norme elle-même. C'est-à-dire l'idée que... Tous les repères sont brouillés. Voilà. C'est-à-dire que, au fond, on est dans une société pragmatique, faut gagner de l'argent, peu importe les moyens qui sont employés, au fond, celui qui y parvient, c'est le plus malin. Celui qui, à cause d'une auto-limitation liée, par exemple, à des références de valeurs et de comportements, n'y parviendrait pas, ce n'est pas un homme vertueux, c'est un imbécile. Rentrons dans le détail quand même de ce qui pose, mine de rien, problème dans cette loi et qui correspond assez bien à ce que vous décrivez dans votre livre Coupable Liberté. Le premier sujet, ce sont les fameux dossiers coffre-fort. En réalité, un dispositif qui permettrait à ceux qui jugent de ne pas donner le contenu du dossier à l'avocat qui défendrait le narcotrafiquant. Gérald Darmanin, Bruno Retailleau explique que c'est dans l'intérêt général, parce que, mine de rien, comme la corruption est en train de gangréner tous les milieux, y compris celui des avocats, il ne faut pas donner toutes les informations, parce que les narcotrafiquants pourraient être au courant. Comment vous observez cette mesure ? Je l'observe avec non seulement des réserves, mais presque une forme de colère. Car en réalité, imaginez un procès où le juge a un dossier dont une partie lui est réservée et qui est inaccessible aux autres parties, et à commencer par la défense, c'est un scandale absolu. J'ai ce vieux souvenir, bon, les choses se perdent, du procès de Dreyfus. En 1894, le Conseil de guerre est réuni à Rennes. Et au moment où il part pour délibérer, où les officiers qu'il compose sont debout, le président est approché par un officier qui lui tend un dossier. Ce dossier est remis au Conseil de guerre postérieurement au débat. Il va l'emporter dans son délibéré et on ne saura jamais ce qu'il contenait. Vous ne trouvez pas que ça trouble un peu l'image de la justice ? Alors c'est l'affaire Dreyfus, elle était troublée par bien d'autres choses. Mais enfin, c'était quand même révélateur. Et là, que l'on veuille en quelque sorte arriver à condamner ceux qui sont responsables d'actes particulièrement trouble pour notre société et déséquilibrant. Je le comprends. Mais il faut que la justice répressive garde quand même une certaine respectabilité. Et au fond, une démocratie et une justice démocratique, c'est une situation où chacun a les mêmes moyens et où le juge tranche en fonction de la loi et de ce qui lui semble être l'équité. Si on cache en quelque sorte les choses, on rompt ce principe d'équité. Mais ce principe d'égalité n'existe plus. Alors demain, condamnons les gens sans leur dire pourquoi. Dès l'instant que le juge le sait, ça suffirait. Qu'est-ce que c'est ? Alors bien sûr que c'est une caricature, mon propos, par rapport au dossier coffre. Mais l'idée... C'est pour nous alerter sur ce qui risque d'arriver ou avec quoi en réalité on va sans s'en rendre compte. Écoutez, imaginez, hypothèse d'école, que vous soyez poursuivi demain. Et que, alors que vous essayez d'élaborer votre défense, on vous dise oui, il y a ce que vous savez et il y a ce que vous ne saurez jamais, que le juge, lui, sait et qui va vous juger en fonction de cet élément-là. La question n'est pas de protéger les coupables. La question n'est pas d'être du côté de ceux qui troublent la société. La question est que la justice soit respectable dans sa mission et qu'elle réponde aux critères démocratiques de ce qu'on appelle, jusque dans les plus hautes instances européennes, un procès équitable. Mais vous, quand je vous entends, vous mettez la liberté en réalité au sommet de la pyramide. Mais il y a beaucoup de politiques qui, quand ils vous entendent, vous répondraient « Mais excusez-moi, Maître Le Borgne, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui en France, ça vous déplaît ou ça ne vous déplaît pas, peu importe, mais vous savez que la sécurité, c'est la première des libertés. »
Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce qu'en réalité, c'est même un discours qui s'est banalisé. On l'a vu quand on a pensé aux 5 ans du Covid, à quel point la sécurité avait été capable d'être réellement mise sous verrou. On repense même aux fameuses lois contre le terrorisme, où on a mis certains dispositifs dits exceptionnels qui sont totalement rentrés dans le droit commun. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent, mais bien sûr que si, maître, la sécurité, c'est avant tout la première des libertés? J'admets l'idée qu'il n'y ait pas de liberté sans sécurité. Mais je n'admets pas celle qui consisterait à dire peu importe le mépris ou l'oubli des libertés, dès lors qu'on arrive à la sécurité. Parce que, au fond, gouverner dans un esprit démocratique, c'est essayer d'installer un équilibre qui n'est pas facile à installer entre diverses notions qui sont contradictoires. Et il est vrai que la liberté, elle est contradictoire avec une certaine notion de l'ordre. Le respect de l'autre, au fond, suppose que je brime ma liberté pour que la sienne puisse s'exprimer. On est dans cette situation où il faut un équilibre. Et je trouve que la chose dont nous parlons, ce dossier coffre, c'est-à-dire ces éléments du dossier dissimulés et qui ne seraient pas révélés à la défense, c'est le moment où on franchit le pas d'une préférence excessive pour la sécurité au mépris de la liberté. Est-ce que les politiques sont encore sensibles à ce beau et grand mot qui s'appelle la liberté et qui fait l'objet de votre roman, Maître Jean-Yves Le Borgne, Coupable liberté? C'est aux éditions Fayard. Et si vous voulez interpeller Maître Jean-Yves Le Borgne, ça se passe avec le camarade Manu au standard 0826 300 300, narcotrafic, lutte contre le terrorisme, même une justice beaucoup plus performative pour les mineurs délinquants. On en entend souvent parler et on en discute juste après ça. On a encore 1 heure ensemble avec Maître Jean-Yves Le Borgne qui est avec nous. Vous êtes sur Sud Radio, restez-y. Sud Radio, midi 14h, Maxime Liédot sans réserve. A-t-on perdu le goût de l'aventure? Est-ce qu'on a perdu peut-être l'amour du risque ou tout simplement ce goût pour la liberté avec un grand L? On est toujours en compagnie de Maître Jean-Yves Le Borgne, avocat, auteur de Coupable liberté, dont vraiment c'est un roman d'anticipation. On se retrouve face à un héros, Théo, qui se retrouve à vouloir se marier, chose, il me semble, qui arrive encore à quelques personnes aujourd'hui dans ce pays, mais qui se voit tout d'un coup soumis à un interrogatoire, à de véritables interrogations presque métaphysiques, philosophiques sur mais que représente aujourd'hui se marier dans cette société où l'État est partout? C'est-à-dire que dans votre livre, vous racontez, nous sommes quelques années après 2025, et vous racontez en réalité à quel point un couple qui n'est pas marié ne peut pas dormir dans une chambre d'hôtel. Parce que ce serait suspect. Et avant de revenir au fond du sujet, j'aimerais qu'on termine sur cette loi narcotrafic qui est de fait au cœur de toute l'actualité, au cœur de tous les esprits. En plus du dossier coffre-fort contre lequel vous avez livré une formidable plaidoirie, il y a aussi les écoutes. Et cette nuit à l'Assemblée nationale, les députés ont refusé de voter l'obligation d'accès des messageries cryptées pour lutter contre les trafiquants de drogue, au terme d'un vote qui a vraiment été chahuté et puis en plus perturbé par une patte technique. Ça aussi, est-ce que vous diriez que le refus d'accéder à des messageries cryptées, Bruno Retailleau, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin exactement à votre place, Maître Jean-Yves Le Borgne, nous expliquait que pourtant, si on avait eu cet outil plus tôt, des attentats terroristes auraient pu être évités. Est-ce que vous iriez contre, on va dire, ce mécanisme autant que contre potentiellement le dossier coffre-fort, ou ça vous semblait plutôt être ce qu'on appelle du bon sens? Et l'avocat de la défense que je suis ne va pas entamer un discours en faveur des mesures d'investigation, mais pour vous dire la réalité, autant je vois un mépris des principes dans le dossier coffre, autant l'idée que l'on puisse procéder à des écoutes téléphoniques sur des messageries cryptées ne me choque pas. Alors les écoutes téléphoniques... Surtout que ça se passerait exactement de la même façon que se passent aujourd'hui finalement les écoutes téléphoniques classiques. Sous le contrôle d'un juge, avec toutes les garanties nécessaires. Alors on voit pas pourquoi votre téléphone ou le mien serait considéré comme susceptible d'être écouté d'une manière banale, tandis que tout à coup, si nous étions sur WhatsApp ou Signal, il y aurait une sacralité de notre échange. Enfin, franchement, là, je ne comprends
comprends pas cette différence. Ou alors, les parlementaires ont des échanges inavouables sur des messageries cryptées et ils craignent qu'on les surprenne? Peut-être un des politiques interrogés justement sur cette question, j'aimerais vous faire réagir, a dit c'est un texte d'intérêt national, dit-il avant le vote par rapport à l'accès aux messageries cryptées. Il dit c'est pas à nous, politiques, les parlementaires même, de regarder les questions techniques, on doit simplement afficher une véritable volonté contre le narcotrafic. Cette pensée venant d'un parlementaire, n'est-ce pas problématique en réalité de dire que le rôle du politique est seulement de montrer la direction, de ne pas s'intéresser à toutes les conséquences? Parce que vous pourriez dire en tant qu'avocat que chaque année vous faites face à l'inflation législative, aux nouvelles décisions, aux nouvelles directives. Est-ce que c'est pas problématique d'avoir ce propos-là? Je suis tout à fait surpris qu'un parlementaire qui est aussi un législateur dise tout à coup nous devons avoir un intérêt pour un sujet d'ordre général, mais nous n'avons pas à rentrer dans les détails. Or, les détails, c'est la loi. Je dirais que vous savez, dans les 50 dernières années, les codes, peut-être pas tous, mais en tout cas ceux que j'utilise le plus souvent, ont à peu près doublé de volume. C'est vous dire si précisément le législateur, le Parlement, est entré dans les détails. Alors cette sorte de curieuse timidité qui se manifeste là me paraît tout à fait étrange. Je répète que ce qui est important, c'est dans la lutte contre la grande délinquance ou plus généralement la criminalité, faire la différence entre les investigations utiles qui ne portent préjudice à aucune liberté particulière, et sur la lancée, ne pas s'autoriser à aller fouler aux pieds un certain nombre de libertés fondamentales. Mais pour moi, les messageries cryptées, ça fait peut-être pas partie des droits de l'homme de base. Dernier fait du jour sur lequel j'aimerais vous faire réagir avant qu'on se plonge au cœur de votre roman Coupable Liberté, maître Jean-Yves Le Borgne. C'est un ministre qui parle à la tribune de l'Assemblée nationale pour annoncer quelque chose de soi-disant révolutionnaire. Écoutez. Mesdames, Messieurs les députés, j'ai conscience comme garde des Sceaux du régime de détention tout à fait exceptionnel que je présente au Parlement. Il est exceptionnel parce que jamais la France n'avait organisé des prisons de haute sécurité. Il y a eu des quartiers de haute sécurité, mais il n'y a jamais eu des prisons de haute sécurité ainsi créées. Jamais il y en a eu. Vous êtes absolument partout dans la presse, maître Jean-Yves Le Borgne, ces dernières semaines, non seulement pour faire la promotion de votre livre, mais également pour apporter votre regard sur tout ce qui se passe. Et vous dites, je suis pas sûr en réalité que nous annoncer des prisons à corps et à prix, de grandes prisons ultra sécurisées, soit révolutionnaire. À ce point ? Si vous voulez, c'est pas révolutionnaire. D'ailleurs, j'entendais le garde des Sceaux qui apportait un bémol à son propre propos, puisqu'il disait, c'est vrai, il a existé des quartiers de haute sécurité. Alors là, ce serait, semble-t-il, des prisons à part sur 3 points, des maisons qui, dans leur ensemble, seraient de haute sécurité. Soit. Mais je veux dire, je ne dis pas que ce soit absurde ou néfaste. Je dis que la prison, la répression, la peine, c'est de l'a posteriori. Et la vraie question, c'est de savoir si la répression effacera la délinquance. Je ne crois pas à l'effet dissuasif de la peine, pour la bonne raison que ceux qui se livrent à des actes illégaux, ou bien espèrent ne jamais, et même sont quasi sûrs de ne jamais être pris, même s'ils ont tort de penser cela, ou bien sont dans une certaine forme d'activité passionnelle qui ne permet pas la réflexion. Le vrai problème, et ça permet peut-être d'entrer dans une analyse un peu différente, c'est de faire en sorte que pour les gamins des banlieues, il n'y ait pas comme seul espoir de promotion sociale de s'agréger à une bande de délinquants. Et là, on a un phénomène qui est celui de l'ascenseur social, celui de l'éducation qui, quelque part, a failli, et celui de l'espoir, au fond. Je suis plus que déçu, inquiet, presque angoissé à l'idée que pour certains jeunes, oui, ça fait beaucoup, parce que pour certains jeunes, l'espoir, ce n'est pas d'être un homme d'exception, c'est d'être un footballeur ou de gagner des fortunes dans le trafic de cam. Mais vous parlez de fortune, de trafic de cam, mais figurez-vous que le titre de votre roman et votre plaidoirie que vous livrez depuis tout à l'heure à ce micro, maître Jean-Yves Le Borgne, a interpellé au standard 0826 300 300 sur le standard de Sud Radio. Bonjour Olivier. Bonjour.
bonjour. Merci de nous appeler. Le discours, la plaidoirie depuis quelques minutes maintenant sur l'antenne